Bienvenue à tous pour ce webinaire Innovinceo sur la thématique des data au service de la production du vin. Merci Anne-Marie pour ton message. Et donc, du coup, pour animer ce webinaire qui est organisé, comme son nom l'indique, par les clusters Innovin et Vinceo, eh bien, à mes côtés, il y a Christelle Delamarre et Balkis Vicker côté Vinceo, et moi-même et Gilles Brianceau côté Innovin. Juste petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas Innovin et Vinceo, ce sont les clusters de la filière vitivinicole, respectivement, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et lors du coup de l'organisation de ce webinaire, euh, on est parti en fait du constat préliminaire qu'il existait aujourd'hui, avec le développement massif des outils digitaux et des usages liés à Internet, eh bien, de nombreuses opportunités de capter de la donnée sur le consommateur, sur les tendances d'achat. En revanche, cette donnée, elle est bien souvent disponible pour l'acteur final qui est en contact directement avec le consommateur en bout de chaîne, mais donc le distributeur, mais pas forcément pour le viticulteur, pour le vigneron. Et l'idée, c'est que du coup, on s'est interrogé sur comment il était possible de faire remonter cette donnée jusqu'au viticulteur, parce que bien souvent, il est recommandé à ce dernier d'adapter sa production en fonction de son marché cible, en fonction du consommateur, de sa cible client. Mais c'est difficile à faire, bien évidemment, si on n'a pas d'informations sur la typologie de consommateurs qui achètent son vin, sur les tendances de consommation, des données sur peut-être le moment de dégustation, le prix à laquelle est vendue la bouteille, etc., etc. Alors bien sûr, il n'y a pas, la question elle est complexe et il n'y a pas comment dire, de solution sur étagère globale qui répondent à toutes ces problématiques-là, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de circuits de distribution et parce que sur la chaîne de valeur, il y a beaucoup d'intermédiaires entre le viticulteur et le consommateur. Mais par contre, du coup, on a demandé à nos adhérents, les adhérents d'Innovin et de Vinceo, eh bien, de nous présenter des initiatives, des solutions ou des retours d'expérience en lien avec cette question. Et donc, pour modérer ce webinaire à nos côtés, on a invité un spécialiste de la question qui est Fouad Chériette. Donc, Fouad, il est docteur en sciences de gestion, il est professeur et enseignant-chercheur en stratégie internationale et marketing du vin à l'Institut Agro Montpellier. Et donc, il s'intéresse à toutes les questions en lien avec la gouvernance, la compétitivité de la filière vitivinicole, mais aussi les stratégies d'exportation, de marketing et de positionnement des vins. Et du coup, il regarde tous les leviers de performance finalement qui touchent de près ou de loin à ces sujets. Et un levier de performance pour les exploitations vitivinicoles, c'est la transition digitale. Donc, avant de lui laisser la parole, dans quelques instants, je vais juste me permettre du coup de vous donner les règles pour le bon déroulé en fait de ce webinaire. Donc, en tant qu'intervenant, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro, en tant que participant, excusez-moi, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro ou votre caméra. Donc, c'est normal, vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez interagir ou poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous, on se rechargera avec Christelle de les relayer à l'oral à la fin de chaque intervention pour que les intervenants puissent y répondre. Autre information, donc on est ensemble jusqu'à 18h, donc restez bien à la fin. Vous allez le voir, le format du webinaire, il est assez dynamique, c'est des pitchs, des présentations de 5 minutes. Donc c'est un premier pas dans la réponse à la question, mais si vous souhaitez aller plus loin et poser des questions, échanger avec les intervenants, n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux ou à nous solliciter pour qu'on vous mette en relation. Et dernière information, donc le webinaire est enregistré et si vous souhaitez du coup avoir accès au replay, consultez nos sites internet qui sera diffusé dans les prochaines semaines sous réserve de l'accord de tous les intervenants. Donc j'en dis pas plus et tout de suite je vais laisser la parole à Fouad du coup pour son introduction. Merci Maëva pour cette transition. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux clusters de m'avoir invité.
Je commencerai par me présenter assez brièvement. Ensuite, je brosserai un gros tableau très synthétique des questions qui se posent et je vous ferai une brève présentation du programme. En tous les cas, bienvenue à tous. La question, et Maëva le rappelait, est complexe. Alors, elle est complexe pour les viticulteurs vignerons, pour les coopératives, pour les distributeurs, mais elle est aussi complexe pour les marketeurs, hein. Comprendre ce consommateur, recueillir de la donnée, surtout que ce consommateur est souvent infidèle, souvent complexe, souvent donnant des informations en termes de déclaratifs qui ne coïncident pas avec son comportement, etc., etc. Donc moi, je suis docteur en sciences de gestion, professeur, enseignant-chercheur depuis une vingtaine d'années sur des thématiques assez larges, hein, de stratégie internationale, notamment l'export pour les petits producteurs de vin. Et je m'occupe de marketing du vin dans ce sens où on essaie de comprendre le comportement du consommateur et toutes les stratégies d'adaptation des entreprises, à la fois en termes de communication, mais aussi en termes de distribution, de création de produits, de packaging, d'étiquettes, euh, etc. Je travaille sur des thématiques parfois très classiques, comme les stratégies export, les développements de marques à l'international, le comportement de consommateurs, mais aussi sur des thématiques beaucoup plus originales. Par exemple, les stratégies de communication à la fois physique et digitale dans le cadre de la loi E20, la présence de vin au cinéma comme technique de placement et de communication pour un certain nombre d'acteurs, ou encore, je vous donne un exemple d'un projet euh, sur lequel je suis engagé, de l'acceptation des vins issus de variétés résistantes par les consommateurs. Acceptation dans le sens marketing du terme, hein, quel outil de communication, qu'est-ce qu'on devrait dire sur ces vins-là, qu'est-ce qui est accepté ou pas par les consommateurs, en analysant à la fois ce qui existe, mais aussi ce que d'autres pays ou d'autres entreprises font. Ce n'est pas le moment pub, mais vous avez regroupé dans un certain nombre de chapitres des travaux collectifs sur la filière vin en France et à l'international dans cet ouvrage-là qui est disponible un peu partout. Euh, Moi, quand on m'a expliqué la thématique, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la donnée. Je m'y intéresse parce que c'est un support important. Et j'ai pu constater quand même un certain nombre de choses. Là, vous avez un patchwork d'informations, hein, des baromètres qui sont faits à la fois par des organisations institutionnelles, mais aussi par des agences de communication et de marketing. Euh, je vous ai mis l'exemple Xerfi sur le coût d'une étude, par exemple, de 260 pages sur les tendances très généralistes, hein, les données très générales sur la filière vin en France. Ça fait 40 euros la page, hein, j'ai fait le calcul, donc ça fait très cher, hein, en termes d'acquisition. Euh, Vous avez des agences aussi, des observatoires, notamment l'observatoire espagnol, l'observatoire du rosé, par exemple. Mais ce qu'on constate quand on regarde à la fois la littérature, la presse, mais ce qui existe sur Internet, d'abord, c'est qu'il y a une réelle demande, hein, une réelle demande, notamment des petits producteurs en agriculture et dans le vin en particulier, sur l'adoption des données, l'adoption de systèmes d'analyse des données, la production de données, l'acquisition de données, des problématiques sur l'exploitation des données, et je vais y revenir tout à l'heure. Vous voyez les chiffres, hein, notamment quand c'est des petites entreprises, les projets d'adoption de programmes d'analyse de données ne sont pas la priorité, elles sont reléguées au, au second ordre, parce que ça coûte cher, parce que ça demande des compétences, parce que ça demande des compétences en termes d'acquisition, mais d'exploitation et de reporting. Euh, Ceux qui adoptent les données sont souvent de taille intermédiaire, qui ont des systèmes d'information plus ou moins développés. Il y a un grand clivage entre les petits et les grands. Vous l'avez sur un rapport de la Commission européenne, hein, euh, près d'un dixième des PME contre un tiers des grandes entreprises en moyenne. Euh, et vous avez aussi de la recherche, hein. Il y a un doctorant, là je vous ai mis un exemple d'une publication
un doctorant de Montpellier d'ailleurs, Théo Justy, qui m'a communiqué un certain nombre d'informations que je vous présenterai, qui font de la recherche sur la donnée, sur l'exploitation de la donnée, sur l'adoption de systèmes de traitement des données par les entreprises viticoles notamment. Et c'est aussi donc une thématique de recherche. Alors, pour ne pas dépasser le temps qui m'a été accordé, en 5 minutes, j'ai une dizaine de questions euh, qui brassent très large pour vous montrer la complexité de la thématique, mais aussi tout le potentiel que ça peut offrir en termes de réflexion. D'abord, concernant la nature des données, vous avez notamment pour le consommateur des données très, très différentes entre son comportement sensoriel, son consentement à payer, son comportement d'achat, son comportement de consommation. Et tout cela fait qu'on a besoin de données différentes. Ensuite, la donnée, ça se produit, ça s'achète, et puis ça se vend aussi. Il y a certaines entreprises qui valorisent la donnée collectée. Il y a des sources gratuites et des sources payantes. Et puis, il y a une question de ressources, compétences sur le traitement de la donnée, son exploitation. C'est un marché aussi. Vous avez des producteurs de données, des fournisseurs de données, des acheteurs, des prix de la donnée. Et donc, vous avez un réel marché de l'analyse du marché des vins. Accéder à la donnée, ça ne suffit pas. On l'a vu, je vous parle de toutes les expériences que j'ai eues avec des stagiaires, avec des entreprises. Accéder à la donnée, la voir ne suffit pas. Il faut aussi savoir bien l'utiliser, savoir la rediffuser. Il y a une guerre assez classique entre les commerciaux à qui on demande de fournir de la donnée, de la ramener, parce que c'est eux qui sont en contact des acheteurs, même si ce n'est pas les acheteurs finaux. Et puis les services marketing qui exploitent et souvent qui ne rediffusent pas l'exploitation de cette donnée, et les commerciaux se retrouvent un peu nus face à cette problématique. Ensuite, il y a une question de fiabilité, d'actualisation, euh, données anciennes, données mal construites, données pas bien faites, pas bien exploitées, qui peuvent aboutir à des erreurs fondamentales de positionnement, d'analyse de marché. Le mode de recueil aussi, vous avez des recueils très différents, du déclaratif par enquête, de l'observation in situ, de l'exploitation de données de panel, Kantar, IRI, etc., des store checks. Le consommateur, notamment pour le produit vin qui est déjà assez complexe, qui est un produit, je le rappelle, impliquant, prescriptif, expérientiel, où le consommateur n'a pas d'a priori sur la qualité, il se réfère à des déterminants assez classiques, le prix, la région, le cépage de plus en plus, mais on a du mal à cerner ce consommateur parce que justement, il y a plusieurs types de consommateurs sur plusieurs types de vins et on ne peut pas généraliser ce comportement-là dans un archétype classique. Les techniques de recueil, le digital de plus en plus, le profilage des consommateurs, du eye tracking dans les lieux de distribution, euh, ça donne un foisonnement de la donnée, mais ça complique encore la segmentation. Euh, les dernières segmentations officielles datent de 2015, France Agrimaire, mais elles sont très généralistes. Ensuite, sur l'exploitation des données et leur traduction en action marketing opérationnelle, il y a une question aussi qui est très importante. On a la donnée, on a le profil des consommateurs, mais comment traduire cette donnée et ce profil des consommateurs en actions concrètes? Comment traduire des préférences consommateurs en étiquette, comment traduire un segment consommateur en profil et puis en action marketing en termes de ciblage ou en termes de messages de communication. Et enfin, il y a des questions aussi que on pourrait discuter. C'est tout ce qui est contrainte juridique sur le recueil et l'exploitation des données, les questions éthiques aussi, parce qu'on parle d'un consommateur d'alcool qui va vous parler de ses moments plaisir ou peut-être de sa dépendance à un produit, des dangers de consommation ou des moments de consommation plus ou moins intimes. La protection des données aussi pose un certain nombre d'enjeux et de défis. Et puis, on a toujours cette question sur la distinction entre le profil des consommateurs français, internationaux, et même à l'international, quel segment intéresse le plus les vignerons parmi
cette pluralité de profils de consommateurs internationaux. Et puis, dernièrement aussi, l'avènement de l'intelligence artificielle, à la fois en termes de recueil, d'exploitation et puis de rediffusion de la donnée dans le profilage du consommateur. Les organisateurs vous proposent un programme assez riche. Alors, c'est des speeches assez rapides. Je me suis permis de manière très subjective de vous mettre en gras un certain nombre de mots-clés. Et vous voyez que les mots-clés rejoignent à peu près les principales questions: connaître et comprendre, l'interopérabilité des données, la question des commentaires de concours, de la dégustation ou de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sera un gros bloc de 4 premières interventions assez intéressantes sur l'exploitation des données, notamment sur des choses spécifiques à la filière vin. Ensuite, la digitalisation. Comment communiquer et mieux connaître le consommateur, extrêmement important comme thématique. Le pouvoir, parce qu'avoir la donnée, c'est aussi avoir le pouvoir. Et donc, qui a la donnée, qui dicte le jeu? Et c'est une question très, très importante là-dessus. Et enfin, la question importante aussi, c'est est-ce qu'on doit définir le consommateur? Jusqu'à où peut-on aller dans cette définition? Jusqu'à où peut-on aller en s'immisçant dans la vie du consommateur, en voulant tout comprendre, en voulant le profiler, en voulant le traquer, en voulant lui donner des contours, euh, euh, sachant qu'il y a des limites d'adaptation du produit, même si on arrive à bien définir. Et donc ça, cette dernière question constitue aussi une ouverture et des perspectives sur les enjeux, notamment éthiques, dont je parlais tout à l'heure. Merci de votre attention. Je serai présent tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. On les sélectionnera et on les retransmettra aux participants qui répondront avec plaisir. Je vous ai mis mon contact sur cette question de la donnée, mais plus largement sur la question du marketing dans le secteur du vin. N'hésitez pas à me solliciter par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Fouad. Suite à cette belle introduction, il ne nous reste qu'à donner la parole à Pierre-Auguste de la société VinoTracker, qui va nous présenter l'enjeu des données. Bonjour à tous. Merci Pouette de cette introduction dans laquelle je me reconnais tout à fait. Donc, VinoTracker en 2 mots, c'est une société qui permet, en gros, à chaque acteur de la filière finalement de disposer des bonnes données pour décider et agir localement à son niveau. Donc, j'ai intitulé ma présentation Rendez les données. J'aurais pu aussi l'intituler Appropriez-vous vos propres données. Et je vais assez insister finalement sur le fait que aujourd'hui on a beaucoup de données globales, on a beaucoup de données générales et on n'a pas forcément de données extrêmement locales et extrêmement contextualisées. Globalement, l'industrie du vin vit, je trouve, un super paradoxe. Quand on regarde les chiffres globaux de l'exportation en valeur, on est les champions du monde. On exporte pour plus de 17 milliards, c'est à peu près 12 milliards et demi pour le vin. On est le premier exportateur en valeur. Et puis quand on regarde des données un petit peu plus locales, un petit peu plus spécifiques, les aléas de la production, les baisses de consommation, on s'aperçoit finalement que la filière, elle est, comme vous le savez tous, elle connaît des difficultés un peu structurelles et conjoncturelles. Je vais essayer d'illustrer ce point sur un exemple. Alors les datas, pour qu'elles fassent la loi, on y reviendra tout à l'heure, finalement, il faudrait qu'elles soient finalement légitimées, qu'elles soient reconnues d'utilité, publique ou privée, mais qu'elles aient un certain nombre de caractéristiques. J'essaie de donner un petit exemple ici au travers de l'exemple de l'export, encore une fois, où on voit que des datas sont là. Quand on regarde un petit peu les datas globales, les datas générales, et quand on regarde les chiffres de l'export en France dans le top 11 des pays où on exporte, on s'aperçoit qu'on exporte en gros, dans les 6 premiers pays, on a une part de marché d'un peu plus de 30%. Globalement, si on regarde les chiffres globaux, la France, c'est un peu plus de 32% de ce qui est produit qui va à l'export. Et dans le top 6, on est à plus de 30%. Si on regarde l'Allemagne, par exemple, eh bien, on est à peu près 30%. Voilà. Et c'est le 3e pays dans lequel on exporte. Et puis, puisque c'est Vinceo et Novin, mais Vinceo qui nous accueille en particulier, j'ai regardé un petit peu, grâce aux chiffres que publie Inter-Occitanie sur les IGP, on s'aperçoit que finalement, l'export pour les vins en IGP d'Occitanie, c'est 48% finalement qui est exporté, et le reste va sur le marché national, et que le premier pays finalement
c'est pas les États-Unis, c'est l'Allemagne. Donc on peut s'interroger, si on va un cran un petit peu plus loin, localement, si moi je suis en Occitanie, ok, si je peux vendre en Allemagne, j'ai des bonnes chances d'aboutir, mais finalement à quel prix? Et finalement, est-ce que les Allemands, finalement, quels sont les vins qu'aiment bien et que consomment les Allemands? Donc, données globales, données locales, données contextualisées, c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir avoir des réponses les plus concrètes possibles. Donc, j'avais préparé des questions, mais on n'aura pas le temps de les passer en revue. Alors, quelques prérequis, je pense, avant de pouvoir utiliser toutes ces données. Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai. Fouad a parlé de tout un tas d'études de marché qui existent. Elles existent, elles sont pertinentes pour certains, trop généralistes pour d'autres. Je pense qu'il y a quelques prérequis et le fait d'être dans le contexte avec Vinceo et Innovin, c'est important parce que c'est aussi un moyen de dire qu'il faut d'abord interpeller. On a besoin d'interpeller, je pense, nos pouvoirs publics et les représentants de la filière. Il n'y a pas assez de données. Quand je dis rendez les données, il y a beaucoup de données qui sont très importantes pour la filière, qui sont, pardonnez-moi le terme, peut-être un petit peu confisquées par les douanes, par France Agrimaire, par le ministère. Il y a des données qu'on ne peut pas aller chercher, qu'on ne peut pas mettre à disposition. Les mettre à disposition, il faut open dataiser, excusez-moi ce néologisme, il faut les rendre les plus disponibles possibles. Ensuite, les rendre les simplifier, les rendre accessibles. Effectivement, il faut là aussi souligner, c'est pas facile d'exploiter la donnée, c'est pas facile de la traduire, mais c'est un enjeu majeur à côté de l'accélération de la digitalisation de la filière, qui était un point clé aussi, parce qu'il faut de la compétence, il faut des outils, il faut de la formation pour que chacun, dans une interpro, chez un producteur, puisse comprendre finalement la donnée qui est mise à sa disposition. Et un dernier point, c'est la réciprocité. On ne pourra pas progresser collectivement si chacun, producteur, interpro, on ne partage pas la donnée, on ne la restitue pas à ses membres, on ne regarde pas ses propres données. Alors, comment les capter, comment les exploiter? Je m'arrêterai sur 3 mots. Les capter, il y en a plein, il y en a parfois trop. Donc, il faut se grouper, il faut rejoindre peut-être des clusters parce qu'ils savent nous aider à digérer finalement cette information. Donc, pas rester seul et y consacrer du temps. Ça sera le maître mot, consacrer du temps à analyser ces données. Et pour les exploiter, je dirais, il faut déjà aussi comprendre sa propre activité, pas se laisser submerger par des données globales, des données marché. Quand on parle de l'économie du vin, quand on parle d'exportation, d'importation, de circuit de distribution, il faut comprendre son propre circuit, comprendre ses propres clients pour se situer finalement dans un paysage global et intégrer donc des données globales et des données locales. Alors, pour essayer d'apporter ma pierre un peu à l'édifice, c'est la page pub, je lance une plateforme qui s'appelle DataWatch, qui sera une sorte d'observatoire, encore un autre, mais dont l'objectif est d'aller au plus près finalement du producteur, plus près de l'interpro, pour leur mettre à disposition des informations qualifiées, visualisées de manière extrêmement simple, où je vais exploiter des jeux de données pour en rendre une restitution visuelle la plus compréhensible, la plus simple possible. Et pour terminer, donc les data font-elles la loi? Elles le font pas encore aujourd'hui, mais globalement, elles sont présentes dans tous les domaines de la production jusqu'à l'analyse prédictive, même si on n'est pas encore là. Et je m'arrêterai simplement sur le sujet du marketing et des ventes pour savoir finalement qui consomme nos vins. Avant de savoir effectivement quels sont les profils de consommateurs, c'est si vous regardez déjà vos clients, vos consommateurs, quels sont ceux qui consomment, pourquoi consomment-ils leur vin et quel prix sont-ils prêts à continuer à payer? Vous avez mes coordonnées à votre disposition. Merci, je passe la balle au suivant. Merci Pierre. Mais si tu veux, on peut prendre 2, 3 questions. Alors n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat. Donc, je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction, mais en fait, il faut cliquer en bas de votre fenêtre sur l'onglet Discuter. Il y en a déjà compris la main avec le fil de discussion. Il n'y a pas forcément de questions, donc je propose d'ouvrir le bal et puis ensuite on verra s'il y en a qui en ont posé via le chat. Moi, une question que je me posais, c'est dans le cadre de DataWatch. Donc, tu vas proposer finalement des études, des visualisations de données. Ce seront des données peut-être un peu macro, finalement, à l'échelle d'une filière, à l'échelle d'une AOC, à l'échelle, sur une typologie de production ou autre. Et finalement, quel conseil tu donnerais aux viticulteurs, aux vignerons pour en tirer un bénéfice de ces informations, les contextualiser dans le cadre de son exploitation pour prendre des décisions stratégiques? Donc la question, elle n'est pas facile, mais si tu avais deux, trois conseils à donner, qu'est-ce qu'ils seraient? Alors, d'abord, l'idée, c'est de contextualiser, c'est-à-dire de réduire finalement le scope des données mises à disposition, d'aller le plus en détail possible, c'est-à-dire sur une région, sur une appellation, sur des prix,
sur des appétences par rapport à des appellations, par rapport à… Et tout ça, ce sont soit des données qui sont en open data, soit des données que je vais acheter, soit des données que finalement je vais mettre à disposition, qui peuvent être des données d'interpro, qui auront consenti à me mettre à disposition ces données et que je restituerai. Donc, le premier point, c'est que le producteur se resitue dans un contexte dans lequel il comprend où il est. Après, si j'interagis avec ses propres données, je serai capable de le positionner et lui sera capable de se positionner finalement dans un contexte un peu général. Et s'il met à disposition ces données, on pourra aussi les explorer pour voir finalement s'il est positionné ou dépositionné par rapport à des standards, par rapport à ce qui fonctionne, par rapport à ce qui s'exporte, par rapport à ce qui s'achète. Ok, merci. Donc, il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat. Donc, il y a une question sur DataWatch aussi, c'est quel est le business model de cette plateforme? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est à la consultation? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, absolument. Le business model, c'est trois points. Ça sera sous forme d'abonnement avec des abonnements qui seront d'entrée de gamme peu chers pour les producteurs et un petit peu plus cher pour les interpros et puis pour les grosses sociétés, bon, quelque chose d'assez classique. On pourra aussi acheter de la data visualisation from scratch, des datasets ou des data vis sèches, si je puis dire, au coup par coup. Et puis, je propose aussi ce qu'on appelle du data studio, c'est-à-dire que ceux qui ne savent pas faire explorer leurs données, qui ont plein de données mais qui ne savent pas le faire, pourront les mettre à disposition. Et là, au travers de prestations de type data studio, je pourrai les aider à explorer et en sortir un certain nombre de recommandations et d'outils d'aide à la décision. Voilà, trois principes donc. Ok, merci. Alors, il y a d'autres questions qui continuent d'arriver dans le chat. Notamment Arthur et puis Gilles avaient posé une question aussi. Comme on est contraint avec le temps, ce que je propose, c'est de passer à l'intervenant suivant et si tu peux y répondre par écrit et puis on vous mettra en relation si besoin pour aller plus loin. Avec plaisir. Merci. Merci. Du coup, on va passer la parole à Audrey sur l'interopérabilité des données. Donc, bonjour à tous et à tous, je suis Audrey Chaillet, je suis la présidente de Eto. Eto est un cabinet de conseil en transformation digitale spécialisé pour l'industrie des vins et spiritueux. Et parmi nos services, nous avons développé un service de fournisseur de données. Donc, ouais, nous indiquer qu'il y avait des agences et des entreprises qui étaient spécialisées dans la production de données. Et nous, c'est dans ce service-là, nous mettons à disposition les données. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de ce service technologique parce que souvent il est peu connu. Nous avons développé une API et c'est un exemple concret d'interopérabilité des systèmes qui permet en fait de faire en sorte que les logiciels puissent communiquer en termes de données. L'un des exemples concrets d'utilisation aujourd'hui de notre API, c'est de permettre d'enrichir automatiquement les fiches produits des producteurs et donc d'avoir automatiquement des données qui soient remplies sans intervention manuelle. Alors, commençons par une petite définition. Qu'est-ce qu'une API? C'est important de comprendre ce qu'est une API parce que c'est un anglicisme, mais c'est un terme technique. Très simplement, lorsque je parle de l'API à mes clients, en fait, j'essaie d'utiliser une métaphore, une lampe. Donc, la lampe est le consommateur de service. Elle est reliée à un réseau électrique. Et donc, ce réseau électrique est le fournisseur de données via un câble. Et dans notre cas, le câble, c'est l'API. Au quotidien, vous utilisez des API et notamment lorsque vous consultez la météo sur votre smartphone, c'est grâce à une API que l'application que vous utilisez récupère les données météorologiques qui sont actualisées et qui vous les affiche. Voilà. Donc, on utilise tous des API, c'est juste qu'on n'utilise pas forcément le terme. Donc, deuxième question, peut-être, pourquoi avons-nous développé cet outil? Dans nos différents services, nous développons aussi des logiciels où nous implémentons des logiciels chez nos clients. Et les logiciels avaient tous le même besoin, c'est-à-dire que le logiciel ne soit pas vide de données. Il y a beaucoup de données, donc on a tous besoin des données sur les appellations, par exemple, sur les aires d'appellation, les polygones, des données aussi sur les cahiers des charges, les rendements maximum, etc. Ces données existent, mais elles n'arrivaient pas dans le logiciel du client. Et à force d'avoir le même besoin, plutôt que d'importer des données une fois pour toutes et après de ne pas les mettre à jour, nous avons développé cette API. Et l'intérêt de cette API, c'est qu'en fait, elle met à jour les données sans arrêt. Donc, par exemple, imaginez que vous avez une application qui permet de présenter toutes les appellations viticoles du monde. Le fait d'être connecté à cette API permet d'avoir les nouvelles appellations qui sont créées chaque année parce que vous le savez, comme moi, chaque année, on a de nouvelles appellations. Chaque année, les cahiers des charges changent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des données qui soient mises à jour en temps réel.
Donc, nous passons à l'étape d'après. Quel est l'intérêt et pourquoi choisir, par exemple, cet API ou une autre API plutôt que d'un fichier à plat? Et donc là, c'est l'argument principal, c'est d'avoir la data de qualité. En effet, d'avoir des données qui sont obsolètes, ça n'a pas du tout d'intérêt. Si vous voulez avoir en temps réel des informations sur les rendements butoirs d'une appellation, il est important que vous ayez la dernière donnée mise à jour. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt d'une API, c'est qu'elle est mise à jour au fur et à mesure, par exemple, de la réglementation. Le deuxième argument, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, d'importer des données ou de le faire manuellement, c'est un énorme temps et également aussi, ce n'est pas un travail que vos collaborateurs aiment faire. Et donc, en automatisant, non seulement vous sécurisez la donnée de qualité, vous n'avez pas d'intervention manuelle, mais aussi vous gagnez du temps et donc de l'argent. Dernier point de cette API, c'est les cas d'usage. Donc aujourd'hui, notre API, elle est constituée, donc, comme je vous ai dit, des listes des appellations, les cahiers des charges, les polygones des zones d'appellation, les cépages, les caractéristiques empélographiques, toutes les données qui existent et également toutes les données que certaines entreprises nous mettent à disposition et que l'on peut remettre à disposition d'autres personnes. On est vraiment un intermédiaire, on ne produit pas les données, on les nettoie, on les structure et on les remet à disposition. Et aujourd'hui, notre API est notamment utilisée pour pouvoir créer des fiches produits détaillées. De plus en plus de consommateurs ont besoin d'informations détaillées, d'informations qui permettent de décrire au mieux le vin en fonction de leurs besoins. Et l'avantage d'avoir l'API, c'est que vous pouvez ainsi pré-générer vos fiches vin avec toutes les informations de base, indiquer les régions, indiquer la description du cépage, les notes du millésime. Vous pouvez aussi capter des informations sur les commentaires de dégustation. Notre API est également intégrée dans certaines applications mobiles que vous utilisez, des applications mobiles vitivinicoles, de façon à ce que ces applications, elles n'aient pas à ressaisir, retravailler toutes les listes des appellations. Elles peuvent également aussi, à partir du moment où elles font figurer l'appellation, elles ont accès à la cartographie et aussi elles permettent notamment de pouvoir développer des fonctionnalités interactives sur le site web en fonction du nom d'un producteur. On peut avoir notamment, par exemple, la description ou l'année de création du domaine. Donc voilà l'intérêt d'une API en général et voilà notre cas concret de création de ces services qui permettent donc de rendre différents logiciels interopérables et d'avoir des données automatisées de qualité. Moi, je me posais une question qui est en fait sur les présupposés pour pouvoir bénéficier vraiment de ton API, pour qu'elle soit optimisée, pour qu'on puisse vraiment en tirer le meilleur parti. Est-ce qu'il faut quand même avoir, enfin, il y a certains logiciels, j'imagine qu'on doit avoir installés auparavant. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une installation particulière, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits vignerons, par exemple, qui aimeraient bien pouvoir profiter de ça. Mais du coup, à quel point est-ce que c'est accessible? C'est une très bonne question. Alors, d'un point de vue technique, en effet, une API, c'est comme dans le réseau électrique, c'est-à-dire qu'il faut une prise pour pouvoir se brancher. Donc, en fait, il faut par principe que le logiciel soit ouvert à recevoir des données. La majorité des logiciels qui sont développés sur le modèle SaaS et qui sont développés récemment sont construits avec une API sortante qui permet de capter des données. Mais il y a certains logiciels, notamment des logiciels qu'on dit en dur, qu'on installe sur l'ordinateur, souvent ne sont pas connectés à Internet et ne peuvent pas recevoir cette API. Donc ça, c'est en effet, il faut avoir un logiciel qui permette de se brancher et recevoir, et sont ouverts pour recevoir des données. Deuxième point également, c'est technique, donc il faut avoir une équipe. Alors nous, chez Eto, on a une équipe de personnes qui peuvent aider, mais il faut aussi que le logiciel permette de créer ces accès. Et donc c'est pour ça qu'en règle générale, on est en lien avec l'équipe technique du logiciel ou le service informatique de l'entreprise, si c'est le logiciel de l'entreprise. Voilà. Et dernier point en accessibilité au niveau coût, parce que c'est aussi une autre question. En dehors de l'implémentation, donc il y a forcément un coût pour le branchement. Le prix, après, c'est un prix à la requête.
Donc ça, c'est basé sur un modèle à la Google, c'est-à-dire que quand vous utilisez le service, vous avez le compteur qui tourne, donc en fonction du nombre de fois où vous venez chercher une information, et quand vous n'utilisez pas le service, et ben là, il n'y a pas de coût. Voilà. Merci. Donc, je te transmets d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Comment et qui garantit que que les données sources sont à jour? Donc, nous, alors, on intègre des jeux de données et la majorité des données que l'on transmet sont des jeux de données d'open data, des données publiques que l'on rend dans nos bases de données et après, on fait passer dans nos câbles. Donc, ces données-là viennent notamment de l'INAO et donc, c'est l'INAO qui, en tant que producteur de données, nous donne sa garantie. Je ne cache pas il y a parfois des erreurs, des anomalies on les retraite parce que derrière, on a des experts chez nous, mais à la base, ces données-là d'open data sont validées par le producteur de données. On n'a pas de rôle, le producteur garantit ces données et la personne qui consomme les données, c'est de qui viennent les données. Donc, il prend les données du producteur par rapport à ce qu'il recherche et par rapport au saut de qualité du producteur. Voilà. Nous, on est vraiment un intermédiaire, une passerelle. D'accord, oui, en effet. Alors, Arthur Lassalle, tu posais la question, donne pour exemple le site de France Agrimaire qui publie des données qui sont en fait périmées depuis longtemps. Et donc, en effet, c'est vrai que ça dépend forcément du fournisseur de données. Du producteur, voilà. Oui. Si on reprend les termes, voilà, il y a le producteur et donc du coup, alors on corrige certaines anomalies, voilà, sur certaines appellations ou certains polygones, il nous est arrivé de recorriger, mais en règle générale, on s'assure que les données qui nous sont confiées, on transmet l'information qui nous confie les données, quelle est la date de mise à jour, comme ça les gens savent ce qu'ils reçoivent. Très bien. Alors, j'ai eu une dernière question qui m'est arrivée, mais comme on est un petit peu en retard, je vais te charger du coup d'y répondre après par écrit et comme ça on peut avancer. J'en suis désolée. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, je vais donner la parole à Anne-Marie Estampe qui va nous parler de l'organisation du concours Best Wine in Box et particulièrement de la gestion des commentaires de dégustation et tout le travail que ça peut représenter et les exigences. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Anne-Marie Estampe et je suis l'organisatrice du concours de vin en bagging box, mais je suis aussi bénévole pour organiser les Vinaliers Occitanie pour l'Union des œnologues de France. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur l'organisation des concours de vin, qui ont été créés pour aider les consommateurs à se retrouver dans la multitude des vins qui sont présents sur le marché. La médaille étant un signe de qualité pour les consommateurs, pour les achats en grande surface. À l'heure actuelle, il y a une multitude de concours dans le monde et les concours sérieux, en fait, sont affiliés aux normes de l'OIV. Et en France, la loi sur les concours est stricte et elle est régie par la DGCCRF qui limite à 30% le nombre de 20 médaillés. Et à l'heure actuelle, en France, on a 130 concours agréés par la DGCCRF. Donc, pour les concours, pour l'organisateur d'un concours, en fait, le plus gros du travail, ça va être de catégoriser les vins qu'il reçoit. Donc, en fait, chaque concours reçoit entre une dizaine de vins plusieurs dizaines de vins pour des concours locaux, jusqu'à 15 000 vins pour le concours général agricole. Et donc, c'est une gageure de faire des lots homogènes. Vous comprenez bien qu'on ne va pas faire déguster un Bordeaux rouge en même temps qu'un Bourgogne rouge ou un Sauvignon néo-zélandais avec un Riesling allemand. Donc en fait, là, le gros du travail, ça va être de faire des catégories de vins. Ils font en gros entre 15 et 20 vins par catégorie. Donc, c'est à partir des fiches techniques que reçoivent donc plusieurs milliers de fiches techniques qu'on va faire des catégories de 15 à 20 vins.
en face de ces catégories, on va avoir des jurys de dégustateurs. Donc, les dégustateurs aussi vont être choisis, le panel des dégustateurs vont être choisis par chaque concours. Donc, par exemple, les féminalises qui ne vont prendre que des femmes, les Vinalies internationales qui ne vont prendre que des œnologues, certains concours vont prendre que des sommeliers, mais en majeure partie, les concours en fait vont prendre des panels mixtes avec à la fois des professionnels de la filière, donc œnologues, sommeliers, producteurs, techniciens, et des amateurs éclairés. Et c'est le président du jury qui va garantir la pertinence et la cohérence des notes pour l'attribution des médailles. Donc, il y a beaucoup de data au niveau des fiches de compétences des dégustateurs. Donc, ensuite, pour ces jurys, donc, vont attribuer des médailles. Donc, il faut savoir que les médailles sont un atout indéniable pour la vente des vins. Principalement, 80%, vous devez savoir que 80% des vins vendus en France sont principalement vendus en grande surface. Et une des dernières études de SoWine pour l'Union des œnologues a montré que le fait de vendre un vin avec une médaille lui donnait 15% de chance d'être vendu par rapport à s'il n'a pas de médaille. Et en plus, il peut se vendre plus cher avec la médaille que sans la médaille. Donc, pour juger ces vins, chaque juré doit remplir une fiche OIV où sont notées les caractéristiques organoleptiques de chaque vin. Et ensuite, grâce à la somme de ces notes et de la note globale, la médaille sera attribuée ou non. Et un commentaire peut être demandé. Donc, ça, c'est chaque dégustateur qui remplit sa fiche OIV. Mais après, au niveau des commentaires, il y a certains concours qui demandent des commentaires à chacun des dégustateurs. Donc, en gros, pour un vin, vous allez avoir entre 5 et 6 commentaires ou un seul commentaire, c'est-à-dire que c'est le président du jury qui va faire la synthèse de l'avis de tous les jurés. Voilà. Donc, l'intérêt de ces commentaires, c'est justement enfin, l'optimisation pour les producteurs de ces commentaires, c'est qu'en fait, ces commentaires sont en général sous-utilisés. Parce que la plupart des concours, en fait, ne valorisent que la médaille, avec ou sans la note globale. Les notes sont rarement envoyées aux producteurs. Et c'est bien dommage parce que justement, les techniciens pourraient s'en servir pour avoir un retour sur la perception de leur vin par les dégustateurs multiples, et les données des capacités ou des origines des dégustateurs en face des notes pourraient affiner grandement ces commentaires. Et d'autre part, donc, les commentaires peuvent être donc envoyés aux commerciaux. Et là, l'utilité des commentaires peut être vue sous deux angles. D'une part, les commerciaux pourraient avoir une idée de l'évolution des goûts du marché suivant les commentaires, et ensuite les aider pour leur discours par rapport aux acheteurs. Voilà, donc je crois que mon temps est un peu fini. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais je crois que Sylvain Thibault va prendre le flambeau pour continuer sur ce sujet-là. Exactement, Anne-Marie, ce qu'on propose comme finalement l'intervention de Sylvain est complémentaire à la tienne. C'est peut-être que Sylvain, tu prennes la parole par la suite. Et donc, il y a déjà des questions dans le chat et je pense qu'on les traitera vous deux ensemble. Donc, reste bien là connecté et puis je me chargerai de lire les questions après l'intervention de Sylvain. Ben, je profite de la présentation d'Anne-Marie qui fait la transition parfaite avec la mienne. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvain et je suis un des cofondateurs de WineSpace. Donc, chez WineSpace, nous, on travaille le vin, la data et l'intelligence artificielle avec une expertise sur la data du goût du vin par l'exploitation des commentaires de dégustation. Voilà, donc, d'où le titre de ma présentation, comment exploiter les commentaires de dégustation grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, quelles données on va pouvoir en tirer et pour quels bénéfices, quelles applications. Et là, ça va rejoindre, je pense, complètement la thématique de ce webinaire. Alors, pour faire une petite introduction, les commentaires de dégustation, pourquoi c'est intéressant? Ici, j'ai titré des données au potentiel inexploité. Les commentaires de dégustation, c'est intéressant parce que déjà, à l'intérieur de ces textes, il y a plein d'informations sur le goût du vin. Un commentaire de dégustation, c'est une retranscription textuelle, finalement, du ressenti du dégustateur. Deuxièmement, ce qui fait une bonne donnée, c'est quand elle est nombreuse, quand elle est en grande quantité. Et ça tombe bien, les commentaires de dégustation,
Ils s'en rédigent des millions, des milliers, des centaines de milliers chaque année. Voilà, depuis 40 ans. Donc, on a des données aujourd'hui sur les vins actuels, on aura des données sur les vins futurs, on a aussi tout un historique hyper intéressant sur des vins de dernière décennie. La problématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas exploitée et qui fait que c'est pas véritablement une donnée en tant que telle, c'est que ces commentaires, ils sont sous format textuel. Chacun les écrit un petit peu comme il veut, avec un jargon technique dans sa langue. Et du coup, ce qui fait que les informations sont peu accessibles et difficilement utilisables. Et donc, chez OneSpace, on a développé Testy. Testy, pour vous présenter rapidement, c'est une intelligence artificielle qui va faire des choses très simples, c'est venir analyser un commentaire de dégustation et récupérer finalement l'ensemble des éléments, l'ensemble des informations qui vont être décrites dans le commentaire. L'objectif, il est assez simple, c'est convertir une information textuelle qu'on ne sait pas exploiter de manière informatique et numérique en données numériques standardisées qu'on va pouvoir, elles, analyser grâce à un ordinateur et surtout grâce au big data à grande échelle. Pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous ai mis ici un exemple du traitement qu'on fait sur les commentaires. Voilà, ça va un petit peu aussi démystifier. Quand on va parcourir ce commentaire, l'idée, c'est de venir identifier des éléments clés et l'ensemble des mots qui vont graviter autour de ces concepts-là. On va venir vraiment comprendre le contexte général de la phrase pour avoir une vision précise des informations qui sont données. Si on vient juste récupérer le mot tanin, ok, on va savoir qu'on nous parle de tanin, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur les tanins? On va avoir une vision vraiment très, très imparfaite. Là, nous, on va venir récupérer tanin, mais aussi les adverbes, les adjectifs, donc finement extraits. Et ça va vraiment nous donner une information de qualité sur les tanins. Ici, une information qualitative, du coup, positive sur les tanins. Une fois qu'on a fait ces extractions, on va transformer ça en data. Donc, je vous passe les détails. On projette dans un espace vectoriel l'ensemble des caractéristiques et ça va nous donner des datas qu'on va pouvoir analyser avec chaque vecteur qui va représenter un paramètre du vin. Une fois qu'on a transformé ces textes en données, c'est là où ça devient hyper intéressant. Et au niveau des applications possibles, la première, c'est sur la connaissance du goût d'un vin, du goût d'une appellation, du goût d'un cépage. On va pouvoir venir synthétiser 5, 10, 100, 1000 commentaires sur un vin, sur un ensemble de vins, et puis avoir une vision générale, une tendance globale du fil de ce vin. Et donc ça, c'est un intérêt particulier, c'est que ça va gommer un petit peu la subjectivité qu'il y a dans chaque dégustation. Le deuxième aspect, on va pouvoir comparer des vins, on va pouvoir chercher des vins aussi avec des profils spécifiques. Ça, c'est assez intéressant pour nos clients qui sont importateurs, qui vont pouvoir en fait faire leur cahier des charges. Ils cherchent des vins avec telle origine, tel prix, telle couleur et également tel goût. Et grâce aux données Testy, on va pouvoir chercher dans une base de données les vins qui répondent exactement et du coup automatiser une partie du sourcing produit. Segmenter des gammes de vins. Voilà, on imagine qu'on a l'ensemble des vins de Bordeaux. Dans les vins de Bordeaux, il y a différents profils qui se dégagent. Et on va pouvoir faire du clustering et dégager les typologies de vins qui peuvent se présenter. Enfin, une dernière étape sur laquelle on n'a pas encore travaillé, mais c'est sur l'évolution du goût du vin. Grâce à toutes ces données, chaque commentaire a une date de dégustation, donc on sait à quel âge le vin a été dégusté. Et avec le big data, on est capable de réécrire l'histoire de chaque arôme, de l'acidité, des tanins, de la puissance, et voir comment tout ça évolue et essayer de dégager des tendances. Les données Testy, enfin, elles sont intéressantes aussi quand on va venir les coupler, et là, ça rentre complètement à la thématique du jour, c'est que ces données-là, on va pouvoir les coupler à des données consommateurs, par exemple, à des historiques d'achat, et ainsi identifier les préférences gustatives d'un consommateur. On va les coupler à des données marchés, essayer de comprendre la structure, l'appétence de différents marchés pour tel type de vin. Au niveau de la production, on va pouvoir analyser l'impact d'une levure, d'une barrique sur le profil produit, donc en suivant l'évolution de la vie du vin. Et quelque chose un petit peu plus anecdotique, mais assez intéressant pour la production, c'est qu'on va aussi pouvoir analyser la sensibilité de chaque guide, de chaque critique, et être capable de cibler un petit peu mieux les prescripteurs à qui on va envoyer son vin pour un petit peu maximiser ses chances d'avoir des bons commentaires, des bonnes données. Pour conclure, je vous mets une petite représentation du type de données qu'on est capable, enfin des représentations des données qu'on est capable de faire ici par exemple. Donc, c'est 5 commentaires synthétisés avec une partie aromatique, une partie gustative. Voilà, on essaye aussi de simplifier l'accès à tout ça. Et j'en ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain.
Du coup, si je prends les questions dans le chat, donc peut-être pour Anne-Marie en premier lieu, il y a une question sur la compétence des juges pour les concours. Alors du coup, est-ce que tu peux peut-être nous préciser comment toi, organisatrice de concours, tu sélectionnes les jurys, les juristes, pardon, et les jurys, non? Et derrière, comment aussi peut-être tu construis tes panels de dégustation. Oui, alors ben, disons qu'on demande aux jurys, aux personnes qui veulent s'inscrire un petit peu les concours qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment, et suivant, enfin voilà, on fait un choix par rapport à leurs compétences, au concours qu'ils ont déjà fait, à l'expérience qu'ils ont eue. Voilà, on essaye de faire en sorte. Euh, Moi, c'est pour mon concours à moi. Par contre, il y a des concours comme le Mondial des Syrah ou des choses comme ça où carrément ils sont obligés de faire des formations. Donc, c'est des formations payantes je crois, de quelques jours, quoi, pour pouvoir être dégustateur. Donc, en fait, ça dépend un petit peu de la politique des concours, quoi. Voilà. Et en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre dans un jury, donc pour les Français, c'est de mettre toujours une personne plusieurs personnes par exemple, pour la dégustation des Bordeaux, il y aura 3 personnes sur 5 ou 6 qui vont être des Bordelais. Après, pour les concours internationaux, c'est plus difficile parce qu'on a du mal à avoir les personnes qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou de Californie. Mais par exemple, pour les biennales internationales, ils font en sorte souvent d'avoir, voilà, et au concours mondial de Bruxelles, voilà, ils essayent de faire en sorte d'avoir des personnes du pays pour déguster les vins qui proviennent de ce pays-là. Et comme ça, au moins, il y a une personne qui a le goût euh, des consommateurs de ce pays, qui va un petit peu aider ceux qui n'ont pas encore conscience de ce goût-là. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Ok, très bien. Un juste mix entre une grande variabilité de profils de jury et des spécialistes aussi du coup de la région viticole en question. Oui, Il alors par exemple, y a une question. Oui, pardon, tu voulais. voilà, les présidents de jury en général sont des gens, enfin voilà, on fait en sorte d'avoir un président de jury. Souvent, c'est un œnologue qui sont présidents de jury parce que là, bon, ben, je vois justement, le président de table est souvent quelqu'un de la profession qualifié avec un parcours justifié. Exactement. Donc, c'est-à-dire que souvent, le président de jury est soit un sommelier, soit un œnologue, enfin, quelqu'un effectivement avec une reconnaissance de diplôme, voilà, de justifié. Alors, il y avait une question, enfin, il y a plusieurs questions pour Sylvain. Il y en a une de la part d'Arthur. Alors, peut-on intégrer les commentaires, quelle que soit la langue utilisée? Inversement, peut-on analyser les commentaires par pays, zone géographique pour apprécier le match possible entre les profils produits et attentes conçues? Ben, exactement. On peut analyser, alors, pas toutes les langues, mais les langues principales, espagnol, anglais, italien, portugais, etc. Et après, effectivement, en fait, tous les champs qu'on va pouvoir avoir dans notre base de données, la nationalité du dégustateur, voilà, les cépages, etc. Donc, tout ça, eh ben, peut être requêté, voilà, pour obtenir des informations. Et donc, typiquement, voilà, essayer de comprendre quel est comment sont perçus, par exemple, les vins de Bordeaux en Asie, en Amérique du Nord, etc. Quels sont les éléments, les points forts finalement qui sont mentionnés, qu'est-ce qui leur plaît dans le vin? C'est l'acidité, c'est les tanins, c'est les arômes, et qu'est-ce qui leur déplaît? Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on est capable de faire ressortir, de récupérer, de faire ressortir et d'analyser grâce à ces données-là, en fait. Merci. Et il y a une autre question. Quelle est la plus-value par rapport à Vivino? Eh ben, la grosse plus-value, c'est que nous, on analyse uniquement des commentaires de dégustation de professionnels ou, entre guillemets, d'amateurs éclairés. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sachent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent en bouche. Donc, c'est pour ça que je fais aussi la distinction, voilà, pas que des professionnels, mais des gens qui sont capables d'exprimer avec des mots, avec un certain jargon aussi, parce que le jargon permet aussi de bien identifier les caractéristiques du vin.
Et donc voilà, la grande distinction, c'est qu'on récupère des données de professionnels. Et je l'ai pas dit dans ma présentation, nous, les informations qu'il y a dans les textes, on essaye de les retranscrire le plus fidèlement possible en données numériques. Et du coup, ce qui fait la qualité de nos données, c'est vraiment la qualité du commentaire et la qualité des textes qui sont rédigés. Voilà, donc c'est hyper important qu'on ait à la fois des gens qui sachent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent voilà, et des données de qualité. Merci beaucoup. Alors, je prends une dernière question et puis après, je te laisserai répondre peut-être aux autres via le chat. Il y a quelqu'un qui demande aujourd'hui quels sont tes clients? Est-ce que c'est des viticulteurs? Est-ce que c'est des interprofessions? Enfin voilà. Est-ce que tu peux... Alors, aujourd'hui, on a plusieurs types de clients. On a un concours de vin, typiquement, qui est le concours mondial de Bruxelles, qui déguste à peu près 15 000 vins par an. Et donc, pour chaque vin, il y a 5 commentaires de la part du jury qui sont rédigés. Et notre travail pour eux, bah, c'est de faire cette synthèse des 5 avis, de générer une fiche de synthèse qui est ensuite envoyée au producteur pour lui expliquer, voilà comment le vin a été après, enfin, ressenti ou dégusté par le panel. On a des négociants aussi, notamment à Bordeaux, qui en fait archivent toutes leurs données de dégustation et qui ont des outils justement pour prendre de la hauteur. Toute l'équipe déguste un vin et on a un avis général sur un vin, par exemple au primeur, mais aussi on peut prendre du recul et dire voilà quelle est la typicité de l'appellation Pauillac, de l'appellation Saint-Estèphe, etc. Donc tout ça, bah, avec nos outils, on est capable d'analyser finement et de prendre de la hauteur. On a des importateurs, comme je le dis, qui automatisent une partie du sourcing produit, des œnologues conseils, pareil, qui archivent toutes leurs données et qui essayent d'améliorer le suivi client, de générer aussi du contenu marketing. Voilà, et on commence à travailler aussi avec des interprofessions qui veulent justement avoir cette vision générale sur leur vignoble et essayer de comprendre un peu plus de choses, ou en tout cas écouter le marché un petit peu en temps réel pour avoir des informations. Voilà. Et le goût du vin, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la filière. Donc potentiellement, ça touche un petit peu tous les acteurs. Acteurs de la chaîne de valeur. Ok, ben merci beaucoup pour ta présentation. Et du coup, on va passer à la présentation suivante. Donc, ça va être un retour d'expérience de la part de Florian Séchy, donc de Ciati. Donc, comme négociant, eh bien, a réussi à changer ses méthodes de travail grâce à la digitalisation. Donc, Florian, je te laisse la C'est parole. parti. OK. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Alors on n'est pas négociant en vin, mais on est courtier en vin. Pardon. C'est pas grave. Donc notre métier, c'est justement l'intermédiation, pour reprendre les termes d'Audrey là tout à l'heure. Donc on met en relation des producteurs et des acheteurs. Moi, je gère le bureau français qui est basé à Montpellier et qui s'occupe de l'activité principalement européenne. On est 3 bureaux sur l'Europe, Allemagne, France et Espagne. On fait du courtage de vin national et international. Donc on fait de la mise en relation, comme je disais, d'acheteurs et de vendeurs sur des vins en vrac principalement. Généralement, on est questionné pour les datas ou les infos, puisqu'on publie tous les mois un World Report, donc un rapport sur les vins en vrac des différents pays où on publie justement les différentes cotations qu'on enregistre, des infos de marché. Mais bon, je ne suis pas venu pour parler de ça. Nous, on est venu précisément pour partager un retour d'infos qui était l'implémentation en fait d'un logiciel chez nous. Euh, et donc l'idée, c'est on travaille sur le bureau français, par exemple, j'ai 6 personnes. On est une cinquantaine de personnes au total dans le monde. Et on travaillait jusqu'à présent avec un ERP, donc c'est un logiciel qui permettait de gérer le sourcing des vins, les envois d'échantillons, d'avoir une information un peu complète, puisque ce que nos acheteurs, enfin nos clients attendent de nous, qu'ils soient producteurs ou acheteurs, c'est qu'on travaille avec beaucoup de réactivité, mais aussi comment dire, de professionnalisme et de suivi. Donc, on avait un ERP qui avait été implanté dans le passé, avec pas forcément de formation parfaite pour tous les utilisateurs. Donc avec le temps, on a connu effectivement des déviations avec le process qui était imaginé et puis la façon de bien utiliser tout ça. Et donc voilà, quand on a justement eu l'occasion de réfléchir à un nouveau logiciel qui permettra beaucoup d'autres choses dans le futur, avec notamment l'ouverture auprès des producteurs et des acheteurs, ça nous a forcé à devoir retravailler en fait sur un workflow idéal, c'est-à-dire vraiment
de mieux comprendre le process parfait en fait pour l'utilisation de ce logiciel. Donc, avec les développeurs, on a pris le temps de passer sur les attentes de chaque utilisateur, de comprendre un petit peu les tâches en fait qui étaient effectuées, de les confronter ensuite entre les différents postes pour essayer de voir effectivement à quel moment on avait des doublons, voire des triplons de tâches. Alors, quelques exemples de ces doublons, bah, on a des articles qu'on rentre. Donc, à chaque fois qu'on questionne un fournisseur sur les disponibilités de vent en vrac qu'il va avoir, on va rentrer ça en fait dans notre système. Pour vous donner un ordre d'idée, à date, le logiciel existe depuis un an. Tout n'est pas encore rentré, mais on va gérer, on a 1200 articles qui correspondent à une qualité de vin à la vente en fait en vrac chez nos fournisseurs. Donc, ces infos, elles étaient retranscrites au départ manuellement. Elles étaient reprises dans un logiciel par un administrateur. Donc, il y avait des fois des risques d'erreur dans la retranscription. Il y avait des infos qui n'étaient pas rentrées, que ce soit des volumes indicatifs ou des prix. Ça générait pas mal de pertes de temps. Et il y avait un problème aussi de partage d'informations au sein du bureau, mais aussi au sein des autres bureaux qui pouvaient utiliser en fait ce logiciel. Donc, ça, c'était le avant. Après, on a finalement décidé en regardant justement tout ce workflow, ça nous a permis de réaffecter des tâches entre les courtiers et les assistants, de simplifier et puis d'expliquer aussi à chacun les bénéfices qu'ils pouvaient en retirer et puis le bénéfice collectif qu'on pouvait avoir. Dans le bénéfice, dans les autres fonctionnalités, puis les autres intérêts, mais c'est que ça nous permet de pouvoir, sur une seule et même place, en fait, de pouvoir suivre les envois, pouvoir communiquer, n'importe qui est en mesure finalement de communiquer auprès d'un client où en sont ces échantillons, est-ce qu'ils ont été envoyés, est-ce qu'ils sont dégustés, est-ce qu'on a déjà un retour dessus. En organisation, ça nous permet aussi de pouvoir mieux gérer les tournées pour les ramassages de ces échantillons ou les dépôts auprès des clients. Et puis surtout de partager les infos d'offres et demandes en direct pour l'équipe, mais également aussi pour nos acheteurs. Donc au résultat, c'est vrai qu'on a noté en un an en fait, de développement une meilleure productivité, une meilleure vision pour le manager, une minimisation des erreurs. Il y a un transfert des infos dans le système informatique sécurisé, donc, qui nous permet aussi d'éviter d'avoir de la prise de notes manuscrite et puis tout ce que ça peut engendrer, c'est-à-dire en cas de départ d'un collaborateur ou de maladie. Donc, on a toujours un suivi. Et puis, on a une analyse des process et des utilisateurs beaucoup plus fine qui a vraiment une valeur ajoutée en termes de management. J'accélère là pour pas, pour pas trop dépasser. En conclusion, je dirais que je dois noter deux, trois challenges qu'on a rencontrés. Bah, c'est de se confronter en fait au changement de process en interne. Pour les équipes, c'est toujours difficile, même si on a beau leur montrer les avantages et les inconvénients, c'est assez dur. Nous, après un an d'adoption, en fait, on voit qu'il y a toujours quelques viraux psychologiques à débloquer. Donc, on est dans l'accompagnement du changement, quoi. On est en train de faire l'implémentation globale et on voit que ça va être encore un challenge encore plus important parce qu'on est une cinquantaine de personnes en fait dans la société. Et dans les bénéfices, bah, effectivement, on va avoir rapidement une extension future avec un portail qui permettra l'ouverture, un accès direct à nos partenaires, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, pour pouvoir mettre en ligne leurs offres ou leurs demandes dessus, quoi. Voilà, j'espère avoir été clair et je suis disponible pour n'importe quelle question là-dessus, quoi. Merci Florian. Oh, si, c'était très clair. Alors, on a en effet plusieurs questions qui sont arrivées. On demande le nom de l'ERP, en l'occurrence. Alors, le nouveau, c'est un logiciel qu'on a appelé CMS, qui veut dire CIATI Management System, mais c'est une solution qui a été développée ad hoc par Eto, donc par Audrey et puis Alex, qui sont venus développer ça sur mesure, en fait, pour coller à nos besoins, quoi. Et Maëva, est-ce que je peux me permettre une question rapide? Oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Florian, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, on a vu plusieurs problématiques hein, par rapport aux interventions précédentes, mais chez Ciati, la production de la donnée, c'est un métier à part entière ou c'est un service
que vous ajoutez à votre métier de négoce. Comment vous proposez ça à vos clients? Alors c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai noté le nom des différents intervenants et puis on va être en pleine réflexion là-dessus, puisqu'à date, pour reprendre effectivement ce sur quoi on est connu, qui sont justement ces rapports mensuels où on donne effectivement le cours des principaux cépages ou des principaux vins génériques dans tous les pays avec des fourchettes de prix qui correspondent aux transactions qu'on a observées au niveau de stock, au trend, est-ce qu'on est en augmentation, en baisse ou autre chose? Ça, c'est des choses qu'on produit jusqu'à présent gratuitement, qui sont mises à disposition gratuite de nos clients. Mais d'ailleurs, je dirais nos clients, n'importe qui va venir sur notre site internet ou nous suivre sur LinkedIn ou ailleurs peut avoir accès à ça. On n'est pas rentré encore dans une monétisation finalement de ça et à une vraie utilisation. Ce qui est un peu, bon, pour faire rapide, ce qui est un peu aussi la difficulté, je crois que d'ailleurs on a dû en parler une fois ensemble, Fouad, c'est de se dire l'information, quand elle est gratuite, des fois elle est considérée comme sans valeur. Et c'est vrai qu'on essaye d'expliquer à nos clients, nous, notre service, notre valeur ajoutée, c'est souvent, moi je dis que c'est d'apporter de l'expertise en fait, c'est d'apporter une valeur ajoutée de conseil. La vente de vin, alors encore une fois, on n'est pas négociant, on fait vraiment de la mise en relation. Notre rémunération, elle vient de la commission qu'on va charger sur la transaction, qui est payée par le vendeur dans notre système. La commission qu'on prend, qui est de 2%, donc qui est assez faible, finalement, elle comprend toute une série d'informations, enfin toute une série de services, la récupération de l'échantillon, l'envoi, de l'information prise dans une vitesse assez rapide pour que les acheteurs ou les commerciaux soient capables de coter. La capacité aussi, effectivement, pour des commerciaux de présenter des échantillons de style sur ce qu'on va pouvoir leur présenter. L'information en tant que telle, souvent, elle n'est pas considérée comme avec de la valeur, alors qu'en fait, on s'en, elle nous permet d'apporter quelque chose à nos clients, mais les clients comprennent notre service et comprennent notre valeur ajoutée quand ils commencent à finalement travailler avec nous. C'est-à-dire que cette data qu'on produit à l'heure actuelle, euh, elle sert sur le moment. Je ne sais pas dans quelle mesure elle pourrait être effectivement valorisée et elle pourrait être vendue à autre chose. On sait quand on regarde d'ailleurs les listings de distribution de tous les mois de la distribution de ce rapport, on voit le nombre de clics et on voit que généralement en tête, on a des gens qui sont absolument pas nos clients, qui sont des sociétés en fait qui vont récupérer ce genre de data, qui la réutilisent et qui doivent sûrement la revendre. Mais à l'heure actuelle, on n'a rien structuré dans ce sens-là. Nous, notre métier, ça reste pour le moment de réaliser des transactions de vin et puis d'apporter effectivement cette accélération de process en fait dans la commercialisation des vins en vrac localement et de façon globale, quoi. Merci Florian. Alors, il y a d'autres questions en rapport en fait avec la question que vient de poser Fouad. Donc, comme le temps tourne, je te laisserai répondre dans le chat, mais notamment sur le format en fait de diffusion de ces datas, de ces données et de ces rapports. Ok, j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure si tu veux. Et puis, Si ça je permet te d'avancer. laisse arrêter ton partage et du coup, on va laisser la parole à l'intervenant suivant, Entendu. de Maxime Le Coutalaire d'ATT. Bonjour à tous, donc je suis Maxime Coutalaire, le responsable commercial de la société Advanced Track and Trace, donc une société, malgré la consonance anglo-saxonne, 100% française, basée à Rueil-Malmaison. Et notre métier, en fait, c'est de protéger les marques et les clients par le biais donc de codes de sécurité et d'authentification. Et donc, pour faire simple, si vous voulez, notre métier est surtout de générer du code unitaire. Donc, on utilise n'importe quel vecteur. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qui a pu être dit auparavant, à un moment donné, il va falloir quand même faire le lien avec le consommateur pour qu'il puisse donner justement tout un tas d'informations. Et aujourd'hui, on va faire un peu un focus là-dessus. Il existe plusieurs solutions, avec les plus connues qui peuvent être les puces NFC, RFID, mais les QR codes. Donc clairement, l'idée, c'est de pouvoir déposer donc ces QR codes sur les produits pour que le consommateur puisse accéder à de l'information, voire indiquer ou donner de l'information aux marques. Évidemment, un QR code, je dirais, c'est assez simple à générer, sauf que la particularité de nos solutions, c'est qu'on génère des QR codes qui sont unitaires à chaque étiquette. Alors, si on prend l'exemple de la filière vin,
L'idée, c'est de pouvoir accompagner les transformateurs et de pouvoir déposer ces codes uniques et variables sur des étiquettes avec un logiciel qu'on appelle VaryID, où finalement l'imprimeur va télécharger autant de contre-étiquettes et de codes pour les imprimer. Et ces codes et ces étiquettes permettent enfin auprès du vigneron de déployer ces étiquettes sur ces bouteilles et surtout de pouvoir utiliser sur ces codes pour plusieurs fonctions. Alors, quelques exemples d'implémentation, alors que certains peut-être que vous reconnaissez déjà. L'idée, si vous voulez, c'est que nous, on n'aime pas des imprimeurs, c'est vraiment de déposer ces codes sur le support et le substrat demandé par nos marques et nos clients. Donc, ça peut être des étiquettes, des stickers, ça peut être de l'invisible, ça peut être sur des capsules, ça peut être aussi sur le verre aujourd'hui, qui est une nouvelle technologie. Hein, depuis quelques années, on le fait, mais qui se fait de plus en plus connaître, avec une particularité, c'est qu'en effet, sur le verre, on est capable de déposer un data matrix unitaire. Donc, pour pouvoir, entre guillemets, voilà, schématiser, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on génère du code unitaire, enfin du code unitaire, et qu'on le met à la disposition donc des personnes et des consommateurs, voire des marques, pour rendre ce code intelligent. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs, je dirais plusieurs schémas et plusieurs plans à respecter. Alors, tout d'abord, c'est la génération des codes. Hein, tout bêtement, il faut être sûr qu'il y ait donc une redondance et de ne pas avoir des codes qui se répètent. Ensuite, évidemment, sur les chaînes de production, accompagner les clients finaux avec des logiciels permettant de rendre ces codes intelligents et d'y mettre de la traçabilité amont-aval pour ceux qui le souhaitent. Et enfin, que ces QR codes, quand justement le consommateur les flash, lui apportent des informations. Donc, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur, quand il va flasher QR code avec son smartphone, alors entre autres, pour certains, vous êtes déjà au courant, avec la nouvelle réglementation européenne, va demander à ce que le consommateur puisse être informé sur les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients, qui donc, je dirais, une obligation réglementaire. Et donc, à partir de là, le consommateur aussi peut être amené à aller et interroger le produit, mais pourquoi pas ensuite être sollicité à rentrer de l'information. Dans le cadre évidemment de la protection des données, c'est que si le consommateur souhaite alimenter ces informations. Donc là où on veut en venir, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, ce QR code va permettre et à la marque de rentrer de l'information qui lui est propre. C'est-à-dire que ce même QR code peut être consulté par la marque avec une application smartphone, ce coup-ci, et avoir des informations de savoir où son vin, ou du moins quel lot de vin, sur quel marché ça a été distribué, sur quel marché ça a été vendu, et donc de faire du contrôle, un marché parallèle. Également, le consommateur qui va flasher ce QR code avec son mode appareil photo pour avoir des informations je dirais, réglementaires et d'informations produits, et s'il le souhaite, d'aller alimenter ou compléter des informations. Et enfin, évidemment, d'autres applicatifs smartphones avec différents projets comme le cachet électronique visible, c'est-à-dire là, ce sont des applicatifs douaniers qui peuvent également flasher ces mêmes QR codes et avoir des informations qui leur est importante pour eux, savoir si c'est des produits distribués en Europe, en France ou à l'étranger, entre autres pour la déclaration et la déclaration d'accompagnement des produits. Donc tout ça pour dire que le même QR code va permettre à plusieurs niveaux d'informer le consommateur et aussi d'être utilisé par les marques. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ce consommateur va flasher le QR code, on est quand même en mesure de retranscrire des informations auprès des marques sur le nombre de consultations, sur pourquoi pas le top des consultations par rapport à ce type de vin, évidemment la situation géographique, d'où est-ce que c'est flashé, et puis pourquoi pas si le consommateur a évidemment rempli des avis, va donner des annotations, va donner des informations, où est-ce que ça a été consommé, où est-ce qu'il a acheté, et aussi pourquoi pas voilà, si on est content du produit. Mais il peut envoyer des mails directement aux marques. Et merci beaucoup. Alors, il y a une question pour l'instant dans le chat. Ça part d'une remarque. Il y a beaucoup de propriétés qui, comme tu le disais, vont passer au QR code avec la nouvelle législation sur l'étiquetage début 2024. Et du coup, super si ces QR codes peuvent servir à faire le track intelligent. Mais concrètement, quel taux de flash par le consommateur final? Est-ce que tu as des stats? Alors, on a de très nombreux stats. Malheureusement, ce sont des stats qui appartiennent aux clients. Donc, je ne peux pas les communiquer. Après, ce qui est certain, c'est que on peut vous assurer qu'il y a l'avant et l'après-Covid. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je fais partie de la société ATT. Et autant le QR code, tout le monde a cru que c'était quelque chose qui était has-been, voire fini. Hein. Tout le monde parlait de RFID ou des puces NFC, nouvelles technologies d'information. Et finalement,
le Covid et bien d'autres événements ont fait comprendre que le QR code était loin d'être mort et qu'il y avait justement une puissance en fait, hein, ne serait-ce que déjà la facilité d'interrogation du produit, mais surtout suivant le QR code comment il est exploité et entre autres s'il est unitaire, il peut apporter toute une masse d'informations surtout en fonction donc de la personne qui interroge ce QR code et ses niveaux d'accès, des informations qui lui sont propres. Et clairement, c'est des fois du simple au centuple hein, sur l'avant et après Covid. Hein. Voilà. Malheureusement, je peux pas vous donner des stats de nos clients, mais c'est quand même assez hallucinant le nombre de consultations aujourd'hui des QR codes par consommateur. Ok, donc ça rentre dans les habitudes des consommateurs. Mm. Il y a une autre question sur est-ce que l'outil est dispo partout en Europe ou seulement en France? Pardon, j'ai pas compris. L'outil d'ATT est dispo partout en Europe ou seulement en France? Partout dans le monde. On a la chance d'être placé évidemment alors en France, mais nous avons aussi des bureaux à Shanghai, à Hong Kong, aux États-Unis, à Palo Alto et en Suisse. Donc voilà, ça nous permet de rayonner sur de nombreuses autres marques parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on est arrivé dans la filière un petit peu par hasard, j'ai envie de dire, suite à la demande de certains domaines prestigieux, puisque justement nous déployons ces solutions de track and trace depuis de nombreuses années sur d'autres types de filières. Et c'est vrai que j'ai été recruté, moi, justement, pour développer essentiellement ces solutions que dans la filière vin au niveau national pour l'instant. Et on commence à avoir voilà, des marchés aussi au niveau de la filière vin à l'étranger également. Très bien. Ben, merci beaucoup, Maxime. Je te laisse arrêter ton partage et du coup, je vais laisser la parole à Mathieu Bailly de GD20 pour sa présentation. Donc, redonner le pouvoir aux vignerons qui dictent le jeu. C'est une question que tout le monde se pose et on aimerait bien avoir cette réponse. Mais avant tout, on va remettre les choses dans le contexte, avoir une approche un peu plus pragmatique. On a tendance à l'oublier, mais souvent, le vigneron, c'est un agriculteur. Il représente quand même un agriculteur sur cinq aujourd'hui en France et les vignerons sont plus de 85 000. Si on remet les choses dans le contexte, avec en moyenne 5 cuvées par vigneron, on est à 400 000 nouvelles références tous les ans, nouvelles cuvées présentes sur le marché, qui est ce qui représente quelque chose d'assez énorme et une concurrence accrue d'année en année. Comment faire la différence entre telle et telle bouteille? Pourquoi choisir telle référence, telle appellation, tel domaine? Et il y a des tendances qui ressortent chaque année. Il y a des modes qui sont mises sur le marché. Alors, on est passé au bio, après la biodynamie. On a besoin d'avoir des labels agro-environnemental, HVE, du vin nature. Et aujourd'hui, tous ces vins sont en concurrence, oui et non, parce que qui est le client du vigneron? Si on pense à la restauration, moi je suis un ancien chef sommelier, directeur de la restauration en étoilé. Je veux dire, mais les vins que je pouvais acheter en sommellerie, en restauration, ne sont pas les mêmes que l'on va retrouver chez le caviste et ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver en grande distribution. Donc on a vraiment une typologie de clients différente. Est-ce qu'on va passer par une centrale d'achat pour la grande distribution? Est-ce qu'on va passer par le vigneron en direct pour pour les, euh, les sommeliers et les cavistes aussi? Est-ce qu'on va passer par des agents? Mais comment est-ce que ces gens-là vont cibler leurs clients? Comment est-ce qu'ils vont arriver à, à créer un catalogue? Est-ce qu'au final, c'est l'agent? Est-ce qu'au final, c'est le commercial? Quel est l'acteur aujourd'hui qui va arriver à préparer un catalogue et à aller voir le vigneron pour lui demander, le demander un achalandage? Donc, sur ce marché très concurrentiel, nous, on a créé, je suis le fondateur d'un sommelier digital, Fourchette et Bouchon, qu'on distribue aussi bien aux grandes surfaces, donc ça permet d'apporter du conseil là où il n'y en a pas. Donc, quand on est dépourvu au milieu de 1500, 2000 références de vin, pourquoi on va partir sur un Pic Saint-Loup? Pourquoi on va partir sur un Bourgogne? Est-ce qu'on va prendre un vin nature? Donc tout ça, c'est des éléments que Fourchette et Bouchon va pouvoir apporter. On l'a décliné pour les restaurateurs, là où il n'y a pas de sommelier, et on le décline via une application également à la maison, un sommelier digital pour pouvoir réaliser des accords mets-vins. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on va créer une data. On va générer, nous, une information
qui va être totalement différente de celle qu'on peut recueillir aujourd'hui à travers des enquêtes et à travers donc, des instituts de sondage, comme on a pu le voir au tout début de cette présentation. C'est Je vais vous donner un exemple qui est très précis. Vous allez dans un magasin de sport, vous allez acheter une paire de baskets blanches. En tout cas, vous allez pour acheter une paire de baskets blanches. Je peux citer une marque, mais on va prendre l'exemple d'une marque Nike. Et malheureusement, ce magasin, il n'a que des Nike grises. Par défaut, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous achetez des Adidas blanches ou est-ce que vous achetez les Nike grises? La stat, au final, que vous preniez les Nike blanches, les Nike grises, pardon, ou les Adidas blanches, le magasin, la stat qui va remonter va être le fait qu'il aura vendu une paire de Nike, celle que vous auriez choisie. Mais on n'aura pas l'information de la paire de baskets que vous recherchiez. Nous, aujourd'hui, à travers notre sommelier digital, on synthétise toutes les requêtes des clients et derrière, on a la possibilité, donc, avec toute cette donnée qui sera générée, de pouvoir synthétiser et proposer aux vignerons, aux distributeurs, ou en tout cas à l'acteur final, aux décideurs, de pouvoir analyser ces chiffres et pourquoi pas, derrière, adapter sa production, si c'est le vigneron, ou adapter son achalandage en fonction de la cible. Qui dicte le jeu? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. C'est ces chiffres qui vont nous permettre donc de les remonter. Mais à l'heure actuelle, c'est le vigneron qui produit pour un client, mais est-ce que la consommation demain va pouvoir aider le vigneron à adapter sa production? Merci beaucoup, Mathieu. Et s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, du coup, la question que j'ai peut-être pas très bien saisie, mais la solution fourchette et bouchon, est-ce que tu peux résumer, du coup, quelles informations, en fait, tu pousses à chaque... Alors, sur fourchette et bouchon, donc en grande surface, le sommelier digital nous pose des questions sur le sexe, sur l'âge, quel vin, quelle couleur de vin on recherche et le profil aromatique du vin. Après, est-ce qu'on a une définition sur la région, une région de prédilection, et ça va nous sortir un filtre d'une dizaine de vins qui vont correspondre à la requête. La deuxième solution, c'est de pouvoir proposer un accord mets-vin. On va sur la borne et on dit, voilà, je vais manger un cassoulet ou un lièvre à la royale, je veux un vin rouge, et ça va sortir les vins qui vont pouvoir s'accorder avec ce plat-là. Pour les restaurateurs, donc qui n'ont pas de sommelier, parce qu'encore une fois, il n'a pas vocation à remplacer un être humain, mais vraiment à venir là où il n'y a pas de conseil. Pour les établissements qui n'ont pas de sommelier ou pas de conseil, on va avoir une gestion de cave. Mais ça va être exactement la même chose. Le client va pouvoir taper sur sa tablette, sur son interface, ce qu'il aime comme vin. Au lieu de feuilleter et de faire un choix par défaut, il va pouvoir rentrer son profil de dégustation et l'algorithme va trouver les vins qui vont, donc présents à la carte, hein, qui vont correspondre à sa requête. Et sur fourchette et bouchon à la maison, c'est un peu le même principe que Vivino, mais sans commentaire de dégustation, parce que on est vraiment sur un aspect professionnel du sommelier et non pas des commentaires de dégustation de clients lambda. On parlait tout à l'heure de la légitimité des jurys de dégustation, donc là, c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, qui est légitime à donner des commentaires? En effet, les clients, j'aime pas, mais derrière, il n'y a pas ce professionnalisme pour dire ah ben alors là, ce vin-là, il est peut-être un petit peu trop tannique, il ne correspondait pas à mon palais. C'est des choses qui sont subjectives. Donc, on ne peut pas aujourd'hui poser un commentaire en disant ce vin-là est trop tannique, tout simplement parce que la personne n'aime pas les vins tanniques. Donc, on n'aura pas de commentaire de dégustation. Et fourchette et bouchon côté vigneron, c'est la possibilité au vigneron de réaliser sa fiche technique sur notre interface euh, pour répondre comme mon prédécesseur donc à la norme 2024 sur l'affichage des QR codes. Donc là, on aura donc une fiche technique du vin via le QR code que le vigneron lui-même aura rédigé. Aujourd'hui, à 80%, les fiches techniques des vins sont réalisées par des agences marketing ou des agences de communication. Et bien souvent, le vigneron n'y est pour rien dans le descriptif qui est au dos de la bouteille. Ou en tout cas, on a un descriptif sommaire. Ce vin s'accordera très bien avec une viande blanche. Aujourd'hui, le porc est une viande blanche, le lapin est une viande blanche, le poulet est une viande blanche. Donc, ce sont des choses qui n'ont aucun sens.
Donc, c'est pour ça que nous, côté vignerons, justement, redonne le pouvoir aux vignerons pour avoir la maîtrise des informations sur son site Internet, sur la fiche technique. C'est très clair. Merci beaucoup. Il y a alors une autre question dans le chat et je te laisserai répondre parce que je pense qu'il suffit de copier-coller le lien vers la solution fourchette et bouton. Il y a quelqu'un qui demandait en fait est-ce qu'il pouvait voir la solution. Donc je te laisse faire ça. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer à la dernière intervention. Donc, je vais donner la parole à Fabrice Chaudier. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Donc, je suis Fabrice Chaudier. Je travaille dans la filière viticole depuis 2001. Et donc, mon travail, c'est d'accompagner les entreprises viticoles dans leur stratégie commerciale, à la fois poser leurs outils et développer leurs ventes. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, je suis confronté, comme beaucoup l'ont dit cet après-midi, à une masse d'informations très importante et à une tendance que je vais essayer de souligner, qui voudrait qu'il existerait une sorte de recette miracle pour produire un vin adapté aux consommateurs. Ce vin, bien évidemment, ayant cette capacité un peu magique de se vendre tout seul. La base, en fait, de cette croyance, on va dire, ce sont toutes ces études, ces enquêtes, ces sondages, toute cette data dont vous avez parlé, et qui tentent, en fait, à définir le vin. Alors, le définir déjà pour le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur voit arriver des profils qui tentent de lui expliquer le vin, de lui montrer à quel point ce vin, donc, comme c'est présenté ici par le petit ballon, peut être boisé ou tannique ou épicé, sans se préoccuper forcément d'une question très essentielle qui est qu'est-ce qu'il peut en comprendre de ces mots du vin. Pour ceux qui ont assisté à la conférence sur les mots du vin, c'est très très bien souligné par les intervenants. Et puis surtout, avec une permanence en fait d'un vin comme étant plutôt une boisson alimentaire comme il fut, et non pas ce qu'il est de plus en plus devenu, c'est-à-dire un moment totalement occasionnel, un produit totalement culturel et qui a beaucoup de mal du coup à se catégoriser. Alors de la même façon, on essaye de montrer aux vignerons comment le consommateur peut se profiler avec tous ces panels, avec tous ces éléments d'information qui se multiplient. Et on lui présente, par exemple, ici au Royaume-Uni, des profils de consommateurs. Et on lui montre que ces profils de consommateurs vont lui permettre de cibler tel ou tel type de client final. Mais déjà, on peut se demander aussi que peut comprendre le vigneron à ce type de profil. Et puis, on peut observer que même chez Wine Intelligence, ces profils évoluent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur les différentes études qui sont présentées, toujours le même type de profil. Donc, ce n'est pas évident de petit à petit faire évoluer son produit pour suivre ce profilage. Donc, ces catégories en fait, qui sont présentées aux vignerons pour qu'ils arrivent à cibler leurs consommateurs oublient aussi le fait que depuis des années maintenant, ça a été souligné à partir des années 2015-2017 par un certain nombre de cabinets d'études, on voit que le consommateur est devenu totalement fluide. Ses pratiques de consommation, ses pratiques d'expérience, comme on le souligne aujourd'hui, sont décomplexées, ont démystifié l'usage traditionnel du vin, et puis surtout ont explosé en termes de moments de consommation. Donc voilà, on voit le vigneron et le consommateur un peu perdus, et ça a été très largement souligné tout au long des interventions, par cette masse considérable de profilage, d'informations, qui tendrait à faire produire un vin spécifique, spécifiquement adapté par le vigneron au consommateur, et au consommateur à lui montrer comment il doit comprendre et consommer le vin. Donc on voit aussi, par rapport à ces éléments-là, que ce profilage, il est aussi, comme ça a été dit aujourd'hui, dépassé par toutes les nouvelles capacités du digital, de l'intelligence artificielle, du tracking en général, qui permet, par les expériences également soulignées dans la vente directe, de mieux connaître et analyser le besoin et le goût du consommateur. Mais surtout, il oublie que le consommateur achète pour boire, et donc il oublie que le consommateur, il se retrouve face à une bouteille dont il ne goûte pas, pardon, et que lui, son principal questionnement, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce vin? Comment je vais le comprendre? Comment je vais pouvoir ensuite l'expliquer
quand je vais le boire. Donc, les questions très basiques hein, qu'on connaît tous de comment je vais le boire, avec qui, quand, voilà, tous ces éléments qui sont bien plus larges qu'une association Mévin, qui sont liés donc à l'expérience et au moment de consommation. Et on voit que dans les lieux où le consommateur achète, même sur Internet, même en vente directe parfois, eh bien, il a beaucoup de mal à comprendre le produit. Et souvent, quand on le questionne, c'est le cas dans les générations nouvelles, eh bien, faute de le comprendre, ce vin, faute de le projeter au moment de l'achat dans un moment de consommation, mais il s'en détourne. Et on comprend aussi par là pourquoi certains produits plus marketés, plus présents dans les lieux de vente, comme les bières aujourd'hui, les bières locales notamment, petit à petit prennent le pas sur un produit qui est considéré, qui est perçu dans une complexité assez qui agit comme un repoussoir. Donc, tout ce que je peux vous dire de l'expérience de l'utilisation des données que font les vignerons, notamment ceux que j'accompagne, c'est une expérience qui me conduit à poser la question que, avant de définir, avant même de chercher comment dire, à profiler un vin ou un consommateur, il serait intéressant que les vignerons expliquent le vin au consommateur et leur donnent envie, par cette projection dans le moment de consommation, d'acheter le vin et d'en trouver les profits pour leur propre utilisation personnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, peut-être une question pour toi. Tu as déjà commencé à répondre, mais sur la présentation des vins, expliquer son vin, est-ce que il y a que les questions que tu pointais qui sont importantes, c'est-à-dire le moment de consommation, quand, avec qui, comment boire le vin, ou il y a d'autres informations que tu conseilles aux vignerons de mettre sur la bouteille? Alors, le moment de consommation, c'est la base. Hein, c'est-à-dire que le vin est un produit que l'on achète pour le boire. Hein. Donc, effectivement, quand je l'achète, je veux le comprendre. Donc, ces questions de base, en fait, sont bien évidemment les premières que je me pose. Elles ne suffisent pas. On a vu avec les vins du Nouveau Monde, il y a tout un tas de nouveaux items de compréhension du vin, de clés. Ils peuvent être les cépages, par exemple, bien évidemment, qui sont aujourd'hui des clés de compréhension du produit assez importantes. Mais aussi, il y a cette volonté des consommateurs qui sont peu connaisseurs de s'éduquer, d'avoir accès à la culture du vin, mais une culture et une éducation au vin, une culture et une éducation même à la technique, par exemple, du vin, qui doit rester dans un vocabulaire, notamment, qu'ils sont capables de comprendre, et pas dans un vocabulaire technique, comme on le voit dans beaucoup de fiches ou dans beaucoup de présentations. J'adhère complètement à cette dernière présentation. Euh, En fait, il y a beaucoup d'efforts déployés pour traquer, pour profiler le consommateur, alors qu'il y a des choses plus simples. Et Fabrice citait les vins du Nouveau Monde qui marketent très fortement. Je donne un chiffre rapide. En moyenne, hein, très large, hein, je ne compte pas les champenois ou les grandes marques bordelaises, un tiers de centime, un tiers de centime est consacré au marketing du vin alors que c'est 8 centimes, 8% qui sont consacrés au marketing du vin dans les pays du Nouveau Monde. Donc il y a à la fois un enjeu de compréhension de comment se projette le consommateur, il y a un enjeu de simplification des codes de consommation. On peut aller au caractère simpliste. Hein. Yellowtail, c'est un animal, une couleur, un cépage. C'est très simple. Hein. Un kangourou, on comprend Australie, une grande marque et un cépage. Euh, donc, la simplification des codes, la compréhension de la projection du consommateur, et puis il y a un effort extrêmement fort, un effort financier de mise en avant, notamment de ces vins sur le plan des promotions de vente, de pousser le produit vers le consommateur. Et donc, au-delà d'utiliser les données et cet effort pour profiler le consommateur, je pense qu'il faudrait savoir en parler, savoir le défendre, savoir donner envie de boire ce vin. En tous les cas, merci. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par cette diversité de, de, d'intervenants et de thématiques et de questions. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et puis du coup, on va clôturer gentiment ce webinaire.
Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et merci aux intervenants. Donc, j'en dis pas plus. Suivez du coup nos sites internet, on met à jour nos articles et les événements qui viennent. Et puis, merci du coup, pour votre attention et le replay nous sera disponible dans quelques jours. Et si vous souhaitez prendre contact avec les intervenants ou avec nous, je vous affiche nos contacts à Christelle et moi-même. Merci beaucoup.